J'avais 8 ans et je flânais près du petit lac non loin de mon village. Soudain, à travers les arbres, il est apparu. Là, tout près. Il était beau et si grand. Mon père m'a dit que c'était un aigle royal. Plus tard, cette image impressionnante et fugitive est revenue à ma mémoire et j'ai voulu connaître sa vie. L'aigle royal a toujours frappé l'imagination. Symbole de liberté, de sagesse et de grandeur, il force l'admiration et inspire le respect. Alliant le courage et la fierté, il fut au travers des siècles l'emblème de nombreux pays. Toutes les religions primitives l'ont honoré. L'aigle royal, oiseau des dieux, capable, dit-on, de regarder le soleil en face, vénéré et en même temps victime des légendes de l'homme qui le présentaient comme malfaisant et dangereux, mais laissons ces légendes et faisons plus ample connaissance. Un couple d'aigles royales cantonnés occupe un vaste territoire de 30 à 200 km². Cette superficie est en rapport avec la densité des proies, les pelouses alpines, les versants escarpés au milieu de la végétation forestière, les falaises, les reliefs accidentés des montagnes lui conviennent à merveille. Il y trouve des zones d'ascendance, des zones de nidification et plus haut des zones de chasse. Tout ce qu'il faut en somme. Cet ensemble constitue son domaine vital. Hormis quelques cas particuliers, comme ce nid construit dans un arbre, les aires d'aigles royaux sont situées dans les parois rocheuses, souvent inaccessibles.
Elles sont abritées du soleil et de la pluie par un surplomb. Dans les Alpes, la plupart d'entre elles sont construites entre 1200 et 2200 mètres d'altitude et dans un lieu tranquille de préférence. Un couple possède et entretient 1 à 6 aires situées en dessous des territoires de chasse. Cela facilite l'apport de proies au moment du nourrissage des jeunes. Comme pour l'ensemble des rapaces, la taille de la femelle est plus imposante que celle du mâle. 2,20 m d'envergure pour elle et 2 mètres à son compagnon. Leur poids varie entre 4 et 6 kg. Leur espérance de vie est de 20 à 35 ans. D'une acuité visuelle remarquable, bien supérieure à celle de l'homme, il perçoit une marmotte à plus d'1 kilomètre. La structure et la position particulière de ses yeux lui assurent un angle de vision binoculaire supérieur à 50 degrés. Une troisième paupière transparente, appelée membrane nictitante, descend sur l'œil et en assure le nettoyage et l'humidification. Son bec crochu et puissant, dont la base est entourée d'une calotte dorée appelée cire, lui permet de déplacer et d'épecer sa capture. Ses pattes robustes sont munies de griffes redoutables appelées serres, qui tuent presque instantanément sa proie. La face inférieure est pourvue de pelotes écailleuses appelées nodules qui facilitent le maintien. Le plumage de l'aigle, comme chez la plupart des rapaces, n'est pas richement coloré. Discrétion oblige. Sa livrée est plutôt sombre, parsemée de quelques parties claires qui évoluent avec l'âge. On admire davantage sa silhouette, son vol ample, élégant et majestueux, et son regard expressif. Excellent planeur, possédant ses repères et connaissant très bien son territoire, l'aigle royal choisit les versants ensoleillés des vallées pour trouver les meilleurs courants porteurs. Il peut ainsi parcourir de grandes distances sans dépenser trop d'énergie. Le soleil réchauffe l'atmosphère, le vent se lève. L'aigle utilise à merveille les ascendances thermiques ou dynamiques et se laisse porter le long des pentes ou des falaises. Il s'élève alors sans effort, en des cercles plus ou moins grands, puis, au terme de son ascension, glisse vers de nouvelles ascendances. Depuis plusieurs semaines, les marmottes hibernent. L'hiver arrive. Ne migrant pas, l'aigle doit affronter cette période difficile avec l'ensemble de la faune sauvage. Le manque de nourriture, les basses températures provoquent des morts naturelles chez les bouquetins, chevreuils et chamois. Les jeunes de l'année, les bêtes âgées ou diminuées physiquement sont très exposées. Les chutes de pierres, les avalanches provoquent aussi des accidents.
Ces animaux morts çà et là seront une aubaine pour l'aigle royal, en quête d'une nourriture devenue rare et pourtant indispensable. En hiver, la montagne n'est pas déserte. Le lagopède et le lièvre, variables entre autres, passent toute l'année en montagne. Mais habillés de blanc, ils ne seront pas faciles à repérer, même par l'œil performant de l'aigle. Au cœur de l'hiver, la parade nuptiale resserre les liens du couple. Un jeu rituel étonnant se déroule en vol. On cherche à éblouir son partenaire par des acrobaties audacieuses et des festons ondoyants. On fait le joli cœur. Cette technique du feston est utilisée surtout pour signaler aux intrus qu'il vaut mieux ne pas insister. La ponte a lieu fin mars, dans une aire rénovée et garnie de feuillage. Généralement, 2 œufs sont déposés à quelques jours d'intervalle. La couvaison dure 43 à 45 jours. Le mâle relève quotidiennement la femelle 3 à 4 fois. C'est elle qui assure le gros du travail. Une partie ventrale se dénude et devient une véritable plaque incubatrice par le contact direct de la peau avec les œufs. L'éclosion a lieu au cours de la 2e semaine de mai. Naissance qui se fera sans témoin. Seule une observation de loin permettra de confirmer la nouvelle, par le changement de comportement des adultes. Durant les premières semaines de leur vie, les aiglons sont tout blancs et se déplacent très difficilement. Ce ne sont pas des marcheurs. 1 à 2 aiglons sont élevés par les parents. Une parfaite connaissance des mœurs de l'aigle royal est nécessaire pour réaliser des images à l'époque de la nidification. Période redoutable car un dérangement des adultes peut provoquer l'abandon du nid. Des précautions sont donc à prendre. L'opérateur filmera à partir d'une cache aménagée qu'il gagnera et quittera avec infiniment de discrétion. En terrain découvert, l'accès de l'affût s'effectuera à 2 personnes. L'accompagnateur quitte le site après l'installation du cinéaste. Un observateur en liaison radio donne des informations complémentaires. Des images naturelles et expressives sont à ce prix. Nous sommes au mois de mai. Le printemps habille progressivement la montagne. Notre prédateur aigle sera un facteur d'équilibre en prélevant ses proies nombreuses et diverses. Le couple de marmottes prépare les naissances.
La femelle fane pour faire un nid douillet, le mâle observe les alentours et se repose. L'époque est aussi venue pour le lagopède alpin de séduire sa femelle et de chasser les intrus aux alentours. À la limite de la végétation forestière, c'est la discrète et superbe parade du grand tétras. Ce bel oiseau, malheureusement disparu des Alpes, subsiste encore dans les Pyrénées, en Scandinavie, et vient d'être réintroduit dans les Cévennes. Dans les pentes et vallons résonne dès l'aube le roucoulement du tétralyre, lui aussi en parade nuptiale. Les jeunes chamois, appelés éterlous, sont seuls. Leurs mères se sont isolées pour donner naissance aux nouveaux cabris, fragiles et vulnérables durant les premiers jours de leur existence. Une malheureuse petite victime que l'aigle a subtilisée à sa mère. Certains animaux meurent pour que d'autres vivent. C'est la dure loi de la nature que nous acceptons mal quelquefois. Durant les 4 premières semaines, la femelle reste en permanence près de ses petits. L'aiglon malhabile est incapable de se nourrir tout seul.
Sa survie dépend entièrement des adultes et surtout de sa mère qui lui donne la béquée. Le mâle, très souvent absent de l'air, va en chasse. Il apporte la nourriture tout en assurant une fonction sélective parmi la faune de son territoire. Les bêtes malades, distraites ou chétives seront prises plus facilement. Il n'y a pas toujours place pour 2 aiglons, surtout si la nourriture manque. Dans ce cas, l'aîné est nourri en premier. Il persécute le plus jeune qui, totalement inhibé, s'affaiblit et finit souvent par disparaître. Cette lutte fratricide peut être très agressive. La femelle, qui prépare la viande à distribuer, n'intervient pas. L'aîné, repu, fait la sieste. Le cadet pourra enfin se nourrir en mettant les bouchées doubles. Maternelle, la femelle protège ses rejetons de l'ardeur du soleil, leur évitant ainsi une déshydratation préjudiciable.
Pendant les 2 mois et demi de séjour au nid, les aiglons sont entièrement dépendants des parents. Ils attendent sagement la nourriture et prennent leurs précautions pour ne pas salir leur lieu de vie. Les adultes sont présents autour de l'aire durant 4 mois, de la ponte à l'envol des aiglons. Pendant cette longue période, ils entretiennent le nid en apportant quelques branches supplémentaires. Si le chocard est inoffensif pour les aiglons, le grand corbeau représente un réel danger. Il se fait chasser sans ménagement du site de nidification. À l'âge de 5 semaines, du noir apparaît sur le plumage des aiglons. Il s'étalera progressivement sur presque tout le corps. Les cerfs sont déjà de taille impressionnante. De plus en plus autonomes, les jeunes seront bientôt capables de se nourrir seuls. Nous approchons des premiers jours de juillet. Le coq Bartavel défend le territoire autour du nid occupé par la poule. La vipère Aspi guette une proie éventuelle. Après avoir brouté l'herbe dès l'aube, les chamois s'élèvent quelque peu et apprécient la fraîcheur des névés, où ils s'ébattent avec un plaisir non dissimulé.
À 2 semaines de l'envol, la consommation de proie est importante. Les aiglons qui ont pratiquement atteint la taille adulte se jettent sur la nourriture qui leur est apportée. Comme à l'accoutumée, le cadet attend pour manger que l'aîné soit rassasié. Ils avalent tout, mais les parties non digérées sont rejetées sous forme de pelote. L'analyse de celles-ci permettra de déterminer leur régime alimentaire. Dans un passé récent, l'aigle était considéré comme un animal nuisible. Il était donc chassé et pourchassé. Avec tous les rapaces, il est à présent protégé et progressivement réhabilité. Cependant, la surfréquentation des zones de nidification et d'ascendance dans le cadre des loisirs risque de porter préjudice à l'aigle royal. Combien de temps restez-vous en alpage? 3 mois à peu près. Et j'ai 880 moutons. L'aigle royal, vous le voyez de temps en temps tourner au-dessus des alpages, de vos troupeaux? Et gros? Oui, de temps en temps, j'en vois 1 ou 2, 3, avec du blanc sous les ailes, et j'en ai encore vu 2 ce matin, tout sombre. Est-ce que vous avez à vous plaindre de l'aigle? Est-ce qu'il cause des dégâts sur votre troupeau? Non, pas du tout. Je suis même très content de le voir. Ça me distrait au contraire. L'aigle ne s'approche jamais du troupeau. Je suis là avec mon chien et c'est rare qu'il vienne attraper un agneau. À part, bien sûr, s'il est isolé, peut-être. Un morceau de peau desséchée, c'est tout ce qui reste pour cet aiglon. Vers la fin juillet, les visites des parents se font rares. Ils ne répondent pas aux appels insistants des jeunes. Ils cesseront même d'apporter de la nourriture. Le moment de l'envol approche. Les battements d'ailes s'intensifient. Cette gymnastique muscle ses ailes dont il aura bientôt besoin et lui fait perdre du poids. Il sera plus léger au décollage. C'est parti. L'aigle juvénile découvre le plaisir de voler et visite le territoire qu'il a vu naître. Les adultes lui apporteront une nourriture réconfortante au sol, mais il devra très vite chasser seul. Au cours des premiers mois de liberté, il apprendra à être autonome pour survivre. Y parviendra-t-il? Les cas de mortalité de l'aigle juvénile sont fréquents. Mort naturelle, accident, malveillance sont les causes de ces disparitions prématurées. Donnons-lui le temps de faire connaissance avec les animaux de la montagne, tel le bouquetin, force tranquille, adepte des rochers et des versants escarpés, et de sa compagne l'étagne.
À la fin octobre, les marmottes sont rentrées dans leur terrier. Les proies sont plus rares et l'aigle royal doit passer plus de temps à la chasse. À cette époque de l'année, il ne peut pas encore compter sur des animaux morts. Le lièvre variable est une proie d'autant plus convoitée, mais agile. Rien n'est jamais gagné d'avance pour l'aigle, et le lièvre sait, quand il le faut, mettre ses pattes à son cou. C'est un temps à ne pas mettre une hermine dehors. En novembre, c'est l'époque du rut du chamois. Les mâles, d'habitude solitaires, défendent une portion de territoire autour des femelles. Plus tard, en décembre, le bouquetin tente de séduire les étagnes, toujours avec sérénité mais obstination. Ainsi va la vie au rythme des saisons. La discrétion de l'aigle royal, son amour de la solitude en même temps que les grands espaces, sa vélocité et sa patience, son insertion dans son milieu de vie, font de lui un allié de ceux qui désirent préserver la nature pour les générations futures. Une action collective de tous les partenaires concernés par la sauvegarde de l'environnement doit permettre d'aboutir à une meilleure protection des biotopes et partant à la survie et au développement rationnel de la faune de montagne. Connaître incite à aimer et à protéger.